Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour. Alors nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et ce matin nous parlons ensemble de cette coalition maritime pour la mer Rouge, une coalition lancée il y a quelques jours maintenant, constituée à la base d'une dizaine de pays, à laquelle une autre dizaine de pays s'est ajoutée puisque les États-Unis l'ont annoncé, il y a maintenant plus de 20 pays qui se sont constitués, qui se sont coalisés pour assurer la sécurité du transport maritime en mer Rouge. Est-ce que l'engouement, si on peut employer ce terme, pour cette coalition, nous fait comprendre que les enjeux économiques en mer Rouge sont tels qu'il n'est même plus question de politique, là il faut faire régner l'ordre en mer Rouge? Oui, je crois qu'il y a un consensus international. Vous avez évoqué le fait qu'un certain nombre de pays les plus concernés, parce que certains ont été ciblés, je prends notamment la Norvège, qui a vu un de ses bateaux être prise d'assaut par les forces Houthis, le Galaxy Leader, ont pris conscience de l'immensité du danger, alors qu'il y avait encore une soixantaine de navires qui transitaient par la mer Rouge il y a 2 semaines. Il n'y en avait plus qu'un cette semaine. La plupart des navires, désormais, empruntent une route beaucoup plus longue, 10 à 14 jours plus longue, en passant par le Cap de Bonne-Espérance, en contournant le détroit de Madeb, ainsi que le canal de Suez. Donc il y a évidemment une prise de conscience économique. Ce sont principalement des armateurs, CMA CGM, Marx, Hapag-Lloyd ou les compagnies pétrolières qui ont décidé de faire changer d'itinéraire leur route. Néanmoins, il y a quand même une réalité, c'est que les forces que vous évoquiez étaient là depuis longtemps, face à une autre menace, celle de la piraterie internationale. La Task Force 153 qui participe de la force navale mixte, combinée, existe depuis pratiquement 2008, ainsi que l'opération européenne Atalante et UNAVFOR Atalante. D'ailleurs, le haut représentant pour la politique étrangère, Josep Borrell, a dit que la contribution européenne consisterait à intégrer dans l'opération proposée par les Américains, l'opération donc Prosperity Guardian, gardien de la prospérité, cette opération européenne. Ça veut dire que les forces étaient déjà présentes, elles ne font que se renforcer en vigilance, mais je dirais qu'il n'y a pas un ajout supplémentaire de troupes ou de forces. Par contre, ce qui est une réalité, c'est que c'est une solution ad minima, car les Américains ne veulent surtout pas provoquer l'Iran, car il eût été beaucoup plus simple de frapper les infrastructures de lancement de missiles balistiques ou de drones sur le territoire yéménite, mais cela aurait provoqué un conflit plus direct entre les États-Unis et la coalition internationale contre les Houthis. Et alors, que sait-on en fait des forces déployées? Donc vous nous le disiez, c'est un renforcement de troupes déjà présentes. Donc on imagine que les nations qui étaient déjà très présentes dans la mer Rouge le sont encore plus. On a également des nations dont on entend moins souvent parler en termes en tout cas de déploiement militaire. Je pense aux Seychelles ou encore à Bahreïn. Que sait-on de la répartition de l'effort sécuritaire dans la mer Rouge? Écoutez, il est équilibré entre l'OTAN, enfin les pays qui appartiennent à l'OTAN, donc qui participaient déjà de cette Task Force 153, et les pays européens, parmi lesquels l'Espagne, l'Italie, la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui néanmoins fait partie de l'OTAN, la Grande-Bretagne également, ainsi que le Canada et les États-Unis, comme vous l'évoquiez fort justement, des pavillons traditionnels qu'utilisent les armateurs, les Seychelles par exemple, ou Bahreïn. Donc d'une certaine manière, c'est une coalition maritime internationale qui se renforce, comme je le disais, avec des moyens militaires de plus en plus robustes, pas forcément en nombre, mais en capacité de frappe. Par exemple, les frégates espagnoles et les frégates françaises et italiennes vont être sensiblement plus vigilantes ou en tout cas plus actives. La frégate française Languedoc l'a été puisqu'elle a déjà intercepté 2 drones Houthis de fabrication iranienne qui l'a visé précisément il y a à peu près un peu moins d'une dizaine de jours. Et bien évidemment, l'intensité de l'action militaire repose beaucoup sur la mobilisation américaine qui y a déployé un groupe aéronaval au plus fort au lancement de l'opération militaire israélienne contre le Hamas à Gaza le 27 octobre. Dans les heures qui ont suivi, les États-Unis ont intercepté en une journée pas moins d'une vingtaine
de missiles que les Houthis lançaient en direction d'Israël. J'admets que ma question relève un peu du plan sur la comète, mais vous citiez tout à l'heure le nombre d'armateurs parmi les plus grands du monde à avoir annoncé renoncer pour l'instant à traverser le détroit de Bab el-Mandeb et donc à renoncer à circuler en mer Rouge. Est-ce que les annonces de déploiement de cette force gardien de la prospérité et de son renforcement ensuite peuvent rassurer les armateurs et donc rétablir le commerce maritime dans son format habituel dans cette région? Vraisemblablement non, puisque la quasi-totalité des armateurs ont décidé d'éviter la mer Rouge, malgré l'annonce faite par Lloyd Austin, le secrétaire à la défense américain, et le haut représentant pour la politique étrangère européenne. D'autant plus que la Task Force 153 et l'opération Gardien de la Prospérité visent à rassurer les armateurs, à assurer le commerce mondial, hein, près de 12 à 13% du commerce mondial transite par la mer Rouge. C'est un tiers des approvisionnements énergétiques dont l'Union européenne a besoin. Mais en même temps, cette opération n'a pas forcément pour seule mission de permettre la libre circulation des bateaux, mais plutôt d'indiquer aux Houthis que les forces militaires sont là pour frapper les rebelles Houthis au cas où il y aurait une intensification de ces frappes. Il y a deux choses dans les frappes de missiles balistiques venant du Yémen. Il y a deux modalités d'opération de la part des Houthis. Prendre possession de bateaux qu'ils prétendent être utilisés pour fournir en denrées alimentaires ou en produits pétroliers Israël. C'est le cas de ce bateau norvégien Galaxy Leader qui a été prise littéralement d'assaut il y a 2 semaines. Et puis, la volonté des Houthis de tirer des missiles balistiques ou des drones contre les intérêts occidentaux en direction d'Israël d'une part, ou contre les pays qui la soutiennent, notamment les États-Unis ou la France. Pour l'instant, ils ont davantage ciblé des bateaux non américains. Mais il y a ces deux logiques. Et je termine en disant que Lloyd Austin a été très clair en disant que c'est une opération militaire dont le but était de prévenir de futures attaques. Et donc, de ce point de vue-là, il est un peu tôt pour savoir si cela va suffire à rassurer les armateurs. Alors, c'est évidemment un coût absolument considérable pour le commerce international. La route qui passait par le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez, c'était quasiment 85 000 kilomètres, enfin 85 000 milles nautiques, pardon. Oui, bien sûr. Vous rajoutez, en passant par le cap de Bonne-Espérance, on est quasiment à 12 000, c'est-à-dire une augmentation de 40% de la route maritime, avec tous les frais supplémentaires d'assurance, les risques inhérents aussi au fait qu'il demeure quand même une menace de piraterie internationale le long des côtes somaliennes. En tout cas, c'est 10 à 14 jours de transit en mer de plus. Une dernière question avant de conclure. Il y a un parallèle qu'on est obligé de faire quand on pense à ce sujet, c'est celui avec la situation de la mer Noire. En mer Noire, très rapidement, la Russie a tenté d'imposer un blocus aux navires maritimes ukrainiens en disant que n'importe quel navire commercial ukrainien serait coulé. Finalement, on a vu que l'Ukraine a réussi à traverser ce blocus et que des navires circulent. Pourquoi est-ce qu'on arriverait à faire circuler des navires en mer Noire et on n'arriverait pas à le faire en mer Rouge ? Très sincèrement, parce que la force dont disposent les Houthis dépend très largement du soutien que l'Iran leur accorde. Et qu'il se peut tout à fait que l'Iran sache très bien où est la ligne rouge à ne pas franchir, d'autant que les Américains ont bien fait comprendre à l'Iran qu'ils ne frapperaient pas les Houthis. Ils ont bien fait comprendre à l'Iran qu'ils n'exigeraient pas davantage que l'Iran ne fait jusqu'à présent, pour ne pas la courroucer, ou en tout cas dans la logique où le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, spectaculaire par rapport à la présence sur le territoire saoudien du président iranien à l'occasion du dernier sommet de la Ligue arabe et de l'Organisation de coopération islamique, ne cherche certainement pas à relancer une conflictualité au Yémen particulièrement sanglante et particulièrement difficile à endosser au regard de l'inhumanité de ce conflit depuis 2014-2015. Donc tout est fait finalement pour ménager Téhéran, tout est fait pour laisser aux Houthis une capacité d'action limitée. Ça veut dire qu'il en reste une capacité d'action, parce que sinon, il eût été beaucoup plus simple de frapper les sites de lancement de missiles balistiques dans les heures qui ont suivi les envois de ces 10 missiles il y a à peu près 2 semaines. Emmanuel Dupuis, merci beaucoup d'avoir accepté une fois de plus d'être notre invité
aujourd'hui. Je plaisir. rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci et à très bientôt sur les antennes Merci. de Média.